Bonjour, bienvenue dans Col Roulé, nous recevons aujourd'hui un grand sportif. Il est 7 fois champion du monde, entrepreneur, diplômé de Dauphine. Bienvenue sur Col Roulé. Bonjour Cyril, bienvenue dans ce nouvel épisode. Bonjour Mickaël, merci de me recevoir. Merci de venir sur le plateau de Col Roulé. Tu nous as suivis sur l'association Engagement France Solidarité depuis de nombreuses années. Tu as accepté d'être le parrain et de nous soutenir sur de nombreuses actions sociales. On est très honoré de t'avoir et on va, si tu l'acceptes, un peu s'intéresser à ton parcours, ta jeunesse, ouvrir un peu ton livre et les premières lignes de ton histoire. Donc Cyril, voilà, un grand sportif au grand cœur. On sait que tu accompagnes de nombreuses associations et de nombreuses causes et on a été chanceux aussi de t'avoir avec nous. Est-ce que tu peux un peu nous raconter où tu as grandi, comment on arrive aujourd'hui, voilà, donc je le disais, 7 fois champion du monde, on était présent à ton dernier combat à Levallois. Et donc voilà, on va essayer de retracer, si tu l'acceptes, un peu ce parcours. Où est-ce que tu as grandi? Alors j'ai grandi, écoute, à Clamart, en banlieue parisienne, dans le 92, dans les Hauts-de-Seine. Une enfance plutôt heureuse, hein, en fait. J'étais avec mon frère et mes parents, un petit jeune qui faisait de plein d'activités. J'étais pas spécialement sportif, ni issu d'une famille de sportifs, si tu veux. On me faisait faire du sport tous les ans parce que c'est bon, quoi, pour la santé, on va dire. Et en fait, arrive l'adolescence où moi, étant petit, plus jeune, gros, tu vois, même je voyais comment on appelle ça là. T'avais pas ce physique de champion j'avais pas le physique de champion. Et en fait, je voyais même un médecin, tu sais comment on appelle ça, le médecin pour les obèses. Hors éducation du sport, médecin du sport peut-être, non? Non, je suis plus bon, enfin bref. Voilà, un médecin qui t'a accompagné sur médecin parce que j'étais gros, donc et à l'âge de 13 ans, donc là où je commence à être plus fin, je m'inscris dans une salle de boxe, de kickboxing exactement, parce que ce que je fais c'est du kickboxing, et en fait en allant dans la salle, en découvrant le sport à Châtillon, donc près de Clamart, coup de foudre, c'est comme si j'avais goûté à mon propre sang. Ça y est, je suis piqué par mon sport. Là t'as 13 ans. J'ai 13 ans et demi, ouais. Énorme. Je suis piqué par mon sport et en fait assez vite je me rêve devenir champion du monde, et voilà comment ça commence. C'est fort. Donc 13 ans, donc t'as ce goût du sport. Est-ce que t'as un modèle dans ta famille qui t'a poussé à avoir ce... Alors j'avais un modèle dans ma famille, je peux pas dire modèle, j'ai mon grand-père en fait qui était un entrepreneur et avec qui j'ai passé beaucoup de temps et qui me racontait toujours des anecdotes, mais c'était pas dans le sport, quoi, tu vois. Ton grand-père du côté maternel. Et en fait, si tu veux, en allant dans la salle, c'est le professeur qui est un ancien champion, qui à l'époque était encore en carrière, qui était encore champion, qui devient lui mon modèle en fait. Et en fait, c'est en voyant cet athlète, je me dis, j'aimerais bien devenir quelqu'un comme ça moi aussi, quoi. Et donc le kickboxing actuellement est organisé, c'est quoi? C'est une fédération, il y a de la compétition? Est-ce que c'est au départ c'est amateur? Comment tu ouais, alors en fait comment ça se passe, tout est réglementé de manière fédérale. Il y a une fédération française qui organise des compétitions et en fait tu as des compétitions par âge et par niveau, et finalement tu montes dans les niveaux quand tu remportes les compétitions et quand tu as un certain nombre de points par rapport au combat gagné. Et donc ça démarre de classe amateur à classe espoir, élite, puis professionnelle. Et voilà, en fait, et chaque année, je remportais le championnat de France pour monter à la classe du dessus. Et c'est comme ça que j'ai gravi les échelons. Donc de 13 ans, c'est quoi le premier ring? Parce que est-ce qu'on combat tout de suite? Est-ce que d'abord il y a une préparation? C'est une bonne question, effectivement, parce que moi, effectivement, je voulais boxer tout de suite, mais mes parents, pour eux, c'était pas possible. Ils ne voulaient pas que je fasse de compétition avant 18 ans. Ouais. Donc en fait, j'ai dû prendre mon mal en patience, j'ai dû attendre grave. Et premier combat à 18 ans, enfin 18 ans et quelques, je le perds. J'attends depuis des années. 5 ans d'attente et... 5 ans d'attente et hop, flop. Et du coup, en fait, ça a été très dur à vivre. Mais finalement, je me suis construit là-dessus. Et après, je suis reparti plus fort. Et j'ai remporté la saison d'après, donc en junior. Et etc. quoi. Et du coup, chaque année, je remportais des tournois qui me faisaient monter dans ça, quoi. Donc en plus, tu me disais, donc t'avais quand même une obésité jeune. Non, là j'en avais plus. Là t'avais plus. Donc t'es quoi? Tu boxes dans une catégorie de poids? Il y a une catégorie de poids, exactement, que j'ai gardé la même d'ailleurs depuis que j'ai commencé. C'est incroyable. C'est les moins de 80 kilos. Ouais. Moins de 80 kilos. T'as toujours maintenu ce rythme depuis tes 18 ans. Exactement. Donc aujourd'hui t'en as 35. Ouais. 35. Donc 18 ans les premiers combats. La première victoire à quoi? Du coup 19 ans? Ouais, 19 ans. 19 ans première victoire. 19 ans première victoire. 19 ans
premier titre de champion de France en junior, 20 ans après un autre titre de champion de France, mais en autre chose, quoi. Enfin, c'était en espoir, etc. Donc on est quoi en 2008-2009 C'est ça, bravo. Quand t'as 18 ans. Comment est le sport et comment est structuré le sport? Parce que c'est vrai qu'on va y venir un peu plus tard dans l'émission, mais il y a quand même, dans ton parcours, quand même, tu participes un peu à organiser quelque part les compétitions, la fédération, alors, la manière de... À l'époque, pas du tout. J'étais sportif et j'étais partie prenante comme tout sportif. Donc en fait, la fédération organise en fait elle-même tout ce qui est compétition amateur. Et si tu veux, comment ça se passe quand il y a des compétitions professionnelles, elles sont régies par la fédération, c'est-à-dire qu'elles sont encadrées par la fédération. Mais par contre, elles sont produites et organisées par des indépendants, que ce soit des clubs. Souvent, c'est des clubs. La majorité des cas, ce sont des clubs qui organisent pour faire briller les athlètes de leur club. Et des fois, ce sont des professionnels qui organisent, donc des promoteurs qu'on appelle ça. Pas immobilier, mais des promoteurs. Promoteurs de soirées et de compétitions. Comment ta vie est partagée? Parce que en fait, c'est quand même un équilibre, une équation à plusieurs inconnus. Parce que tu as aussi tes études. Tu fais quoi? Tu passes ton bac t'as 18 ans, tu passes également ton bac? Voilà, je passe mon bac. Et après, mes parents, en fait, le deal que j'ai avec eux, c'est si tu veux faire de la compétition, etc., tu continues tes études. Et donc, je poursuis mes études. Et en fait, ce qui se passe, c'est que l'excellence que je mets dans la boxe et dans ma pensée de boxe, je la mets aussi, je la convertis dans mes études. Et je me dis, mais si je veux devenir champion du monde, je veux aussi être diplômé d'une super école. Et c'est comme ça qu'en fait, après 2 ans post-bac, j'intègre Dauphine en licence. Et que je poursuis mes études en même temps. Donc en fait, c'est quoi? C'est des journées où j'allais en cours le matin, style de 9h à midi. Hop, je traçais à l'entraînement. Je revenais à l'école à 15h, je finissais vers 18h et hop, je partais à l'entraînement. Et le soir, je rentrais bosser un peu. Donc dans l'Ouest, c'est pareil. Donc t'habites Clamart, donc t'es dans les Hauts-de-Seine. Les Hauts-de-seine, oui, si je dis pas de bêtises. Le Dauphine aussi dans les Hauts-de-Seine. 16e, non? 16e, voilà, 16e. Et la salle de boxe, tu rejoins un club. À Massy, c'était dans le 91. 91, donc c'est quand même des distances, c'est des grosses journées. Je faisais beaucoup de voitures. Ouais, voilà, des grosses journées. Donc tu avais le permis, la liberté. Est-ce que déjà tu penses à une vie familiale ou est-ce que pour toi la compétition... Ah non, je pense pas du tout à une vie familiale. Je suis focus sur ma carrière et j'y pense pas du tout à l'époque. Et tu vois autour de toi les autres sportifs aussi, ils mettent leur vie perso de côté. C'est des concessions. Non, parce qu'il y avait pas mal d'autres sportifs avec moi qui n'avaient pas les études. Ok. Donc, oui, t'es dans un monde quand même où les études, c'est pas forcément. Après, faut pas tomber dans les clichés de. Mais c'est ça aussi qui t'a fait. En tout cas, il y a 10 ans, c'est vrai qu'il y a, enfin, même plus de 10 ans, du coup, il y a 10-12 ans, c'était le cas. Aujourd'hui, je pense que ça l'est un peu moins parce qu'il y a quand même de plus en plus de structures universitaires ou d'écoles qui ont compris que, en fait, le double parcours, c'était essentiel et surtout qu'en fait, quand on est sportif, on développe ce qu'on appelle des soft skills et du coup, on peut arriver à faire des équivalences dans pas mal de matières et arriver à créer des programmes un peu allégés et qui permettent à des athlètes d'être diplômés sans passer par toutes les cases classiques et en leur allégeant les programmes, quoi. Et donc Dauphine, t'étudies quoi? C'est quoi? T'es sur un... Et Dauphine, je rentre en gestion et après j'étudie le marketing. Et je me spécialise en entrepreneuriat en Master 2 en dernière année parce que je sais que je ne veux pas travailler en tant que tel, quoi, et que je voudrais monter ma propre entreprise, travailler pour moi, quoi. Tu as déjà une vision d'entrepreneur tu disais tu avais un peu l'image de ton grand-père. Oui, qui était lui-même entrepreneur. Dans quel domaine? Dans les machines à écrire. Ok. mais toute forme d'entrepreneuriat fait que tu as cette vision. J'ai cette vision et en fait finalement je me rends compte que en étant boxeur, en fait, et comme tous les boxeurs, et comme beaucoup de sportifs, je pense, de sport individuel, en fait, on est un peu entrepreneur parce que tu choisis ton équipe, tu crées ton équipe, tu as plein de choses à faire. Et donc, en fait, tu es un entrepreneur malgré toi. Oui, c'est ça. Donc, tu as un peu ce modèle d'entrepreneur du grand-père. Est-ce que tu as d'autres mentors? Parce que souvent, on dit on a la famille, un peu les figures imposées. Mais est-ce que tu as des figures choisies autour de toi? Parce que faut quand même arriver à organiser, autoproduire ces combats, on en viendra, voilà. Bien sûr. Alors en mentor, effectivement, j'ai un ami intime que je considère comme un mentor. Enfin, j'en ai plusieurs en vérité, mais avec lui, je travaille maintenant. Il s'appelle Frédéric Liver et on a organisé ensemble plusieurs fois. Et c'est vrai que je lui demande beaucoup de conseils sur plein de choses dans ma vie. Après, il y a quelqu'un d'autre que j'ai envie de citer quand on parle de ça. Alors je sais pas si je pourrais le mettre dans la case mentor, elle est plus intime, peut-être c'est plus un grand frère,
c'est Jean-Philippe Rébaud qui était une des premières personnes en fait, parce que une des autres facettes de ce que je fais, c'était un peu la mode et l'image de marque, et lui m'a vraiment accompagné et ouvert les yeux sur tout ce qu'on pouvait faire quand on est athlète au-delà de la performance, quoi. Énorme. Donc, et alors, à quel moment tu sens que les marques, parce que en fait, tu as plusieurs facettes. Tu as le Cyril Benzaken sportif, qui va devenir champion du monde. En quelle année tu deviens premier titre? 2014. Tu vois, donc on est pas beaucoup. On est quoi, 6 ans après on va dire quelque part, ton premier combat? Enfin, ton premier. Oui, bien sûr. Ouais, 6-7 ans. Ouais, t'as mis 6 ou 7 ans à devenir champion du monde. Ouais. Sur le ring, avec des compétitions sûrement régionales, nationales, c'est ça. etc. À quel moment les marques s'intéressent à toi et voient autre chose que l'entrepreneur, le boxeur, et puis un peu voilà la figure modèle, mannequin, quoi. C'est du mannequin. Si tu veux, en fait, ça commence parce que j'ai une copine d'enfance qui faisait de la danse et qui avait un book en ligne, tu sais, les books. Et elle me dit, bon, la boxe, c'est esthétique, tu devrais écrire un book, ça se trouve, ça peut t'ouvrir des portes. Et je l'écoute, et en mettant des photos de boxe que j'avais de combat, etc., sur le book, je suis contacté au compte-gouttes par différentes marques, et je commence à faire une fois une campagne, une autre fois une autre campagne. Et en fait, et c'est comme ça que ça a commencé à arriver, quoi, tu vois. Et donc, c'est arrivé à peu près à la même époque, entre 2012 et 2014. Ouais, donc en fait, tout arrive un petit peu, les planètes s'alignent pour toi. Ouais, les planètes s'alignent, et c'est vrai que en revanche, je prends toujours mon temps parce que j'ai la chance d'être conseillé par je parlais de Jean-Philippe qui me conseillait beaucoup à l'époque, et je ne me précipite pas non plus sur n'importe quoi, et je reste assez vigilant sur tout ce que parce que tu veux rester aligné et aligné avec mon image que je veux avoir, quoi. Et tu arrives aussi à développer ton image. Ce qui est intéressant dans ton parcours, c'est que tu arrives à développer aussi ton image, à faire l'éloge un peu de toi-même, et le faire savoir est très important. On est dans une époque où tu communiques très bien, et tu utilises les réseaux sociaux pour communiquer aussi sur tes projets. Donc ça commence à prendre, surtout Instagram, c'est quoi, sur quelle plateforme tu démarres et que tu vois que ça prend. En fait, à l'époque, c'est vrai que je suis pas un enfant de la génération Y ou Z, ou je sais pas, mais en tout cas, en tout cas, je suis pas de cette génération. C'est-à-dire que moi, Insta, etc., c'est arrivé, où je venais d'être champion, quoi, tu vois. C'était vraiment le début d'Insta, et donc ça faisait pas partie de mon référentiel d'action, de poster, de raconter sa life, etc. Moi, on faisait des trucs sur Facebook comme ça, mais on racontait, c'était moins quotidien, quoi, tu vois. C'était quelque chose de plus quand il y a un événement important, marquant, hop, j'en parlais. Et c'est vrai que les réseaux sociaux se mettent à devenir un média à part entière, et en fait je m'y intéresse, et j'essaye de partager au plus ce que je fais, ce que je veux raconter. Est-ce que tu vois une différence, parce que t'as une enfance où tu me dis, ou quand même c'est toi qui le dis, que t'étais obèse ou que t'étais en surpoids, que t'étais accompagné. Est-ce que tu sens que cette adolescence un peu obèse, et quand tu commences à aimer ton corps, ou peut-être que même tu t'aimais aussi en surpoids, tu sais, y a rien d'incompatible. Ouais. Est-ce que tu sens le regard changer sur les deux physiques? Oui, c'est intéressant parce que en fait, je sens le regard changer, et je sens que, tu vois, c'est drôle parce que quand je commence à devenir athlète, quoi, en fait, je suis gêné. Par exemple, j'étais content de mon corps, mais par exemple, j'étais gêné de le montrer. Ça veut dire que t'avais gardé la pudeur de... Exactement. Et même après, je me disais, putain, ça se fait pas, tu vois, pour les gens qui seraient un gros eux-mêmes ou obèses, tu vois. Et je me souviens, quand j'allais à la plage, j'étais gêné de... Mais est-ce que tu te voyais toujours gros, ou tu voyais que... Oui, alors par contre, c'est vrai que ça laisse des traces intéressantes, profondes, parce que dès que je reprends un tout petit peu de poids, voilà, même encore aujourd'hui, hein, tu vois, je suis très sensible sur le sujet, quoi. Tu vois, je vais vite me trouver gros. Ou si quand moi, je me vois prendre un tout petit peu de poids, si quelqu'un me fait une remarque, ça peut m'atteindre tout de suite, tu vois. Je me dis, putain, il a raison, merde, j'ai vraiment grossi, etc. Et du coup, tu te remets... je me remets en question. Après, t'as peu de périodes où tu peux reprendre du poids, parce qu'en fait, t'es souvent... Non, mais bien sûr. Voilà. Mais je te parle mais ça t'a marqué. Même en une semaine. Oui, ça t'a marqué. Exactement, ça m'a marqué, et c'est un travail que j'ai pas encore résolu. C'est vrai. Tu pourras peut-être... Exactement. T'as grandi avec un frère, donc t'as un petit frère. Un petit frère, donc Nicolas. Est-ce que vous avez eu la même éducation, vous avez grandi est-ce que tu sens que les parcours, tu ressens que c'est lié à l'éducation, que tu t'es forgé,
et qu'il y a une trace quelque part qui est visible dans la Bien famille. sûr, on a complètement la même éducation, on est très différents, mais on est sensiblement identiques sur notre manière de faire les choses, tu vois. Et du coup, bah, il y a plein de choses que je fais où je suis fier de lui et je sais que ça vient de notre éducation. Voilà, c'est ça. Il t'a suivi dans l'aventure un petit peu? Est-ce qu'il Pas un petit peu, il m'a suivi dans l'aventure à fond depuis le début et il m'a toujours soutenu dans tout ce que j'ai pu faire. Et en fait, c'est à la fois, je suis très heureux pour nous, tu vois, de me dire c'est cool d'avoir ton frère sur qui tu peux t'appuyer. Et à la fois, je suis très heureux parce que je sais que ça rend fier les parents, les grands-parents de voir leurs enfants faire des choses ensemble. Est-ce que tu as senti un changement de regard de la famille? À quel moment tu as vu que, ok, là j'ai franchi un cap Alors, à leurs pas de yeux? la famille parce que vraiment, ma famille, ils en ont rien à foutre. Okay. C'est-à-dire que, pas ils en ont rien à foutre. Non, ils sont hyper fiers, c'est pas vrai. Ils sont hyper fiers. Mais c'est du si tu veux, terre à terre. il n'y a pas de star, hein, et ça n'existe pas. Oui, c'est ça, voilà. Ils s'en foutent complètement. Mais est-ce que tu as senti une fierté? Ou là, oui, ce combat-là. Bien sûr. Non, mais bien sûr. Bah, il y avait eu beaucoup de fierté. Bah, c'est vrai que le dernier combat, par exemple, il y a eu beaucoup de fierté sur le match. Des fois, quand je vais faire des émissions ou quand je vais faire il y a des choses qui suivent, ils aiment bien. Mais c'est vrai que tu sais, c'est drôle parce que en fait, culturellement, je crois même qu'ils devaient dire que j'étais champion du monde avant de l'être. Ah, ok. Parce que c'était le meilleur. Ils exagéraient, voilà. Tu vois. Mon fils c'est le meilleur, mon petit-fils c'est le meilleur. Est-ce que des fois, ils ont eu ce rôle un peu terre à terre de te mettre un peu une petite baffe de réveil du style détends-toi? Reste. Ouais, je pense, mais je crois, j'ai pas souvenir d'être non plus trop monté, tu vois, parce que ça fait bien partie de mon éducation, tu vois, on a vraiment été élevé en mode, voilà, il faut faire sa route, la tête baissée, et pas trop crier fort, quoi. Mais avec des travailleurs, tu parles souvent peut-être plus de tes grands-parents que de tes parents. Ah ouais, parce que j'ai passé beaucoup de temps avec mes grands-parents. Ok, ça mais a forgé. Mais c'est vrai que oui, mes parents étaient pareils. C'est ça, c'est des rôles modèles un peu pour toi ou qui t'ont inspiré. À quel moment tu choisis, parce que c'est vrai qu'on se connaît par l'associatif, tu as toujours été présent pour des galas où chaque association... Alors, où on s'est rencontrés d'ailleurs? On s'est rencontrés parce que j'ai été élu régional. Ah oui, c'est via la région. J'ai été élu régional et t'as organisé un combat au Dôme de Paris, donc je crois qu'on est en 2019, voilà, 2019. Et à l'époque, il y avait la place de la présidente de la région, il y avait la place du vice-président. Et le vice-président en sport, j'avais fait une cérémonie pour notamment... Alors j'ai fait cérémonie, mais on se connaissait pas encore. Et en gros, il me dit, prends ma place, moi j'irai pas. Il s'était pas encore intéressé encore à ton parcours. Et donc j'y vais avec c'était la place du vice-président. D'accord. Et donc je vais, et la région Île-de-France finançait, je crois, à hauteur d'achat de billets. Et donc je me suis présenté parce qu'il fallait au moins que je dise je suis là. Ouais. Et après on avait beaucoup d'événements qui arrivaient. On en a fait ensemble. Et après ça s'est succédé. Et t'as toujours été présent à chaque gala, à chaque remise pour la police, pendant le Covid. Je me rappelle, on avait remis des masques ensemble. On avait à l'époque, première vague, on avait, je crois, levé plusieurs centaines de milliers de masques en métropole Outre-mer. Et t'avais participé avant les envois en Outre-mer pour les policiers. Voilà. Et puis après, le prix engagement foncier. Enfin, t'as toujours été présent. Pour le magazine de l'engagement, t'étais en couverture. Parce que j'apprécie, c'est pas parce que. C'est sûr. Non, mais t'as toujours été Je soutiens je trouve que c'est bien ce que tu fais, quoi. Mais c'est vrai que c'est gentil, mais c'est vrai que tu nous as gratifié ta présence, mais c'est vrai que chaque association se revendique Cyril notre parrain. Ah bon? Donc c'est marrant parce qu'en fait à chaque fois les gens te veulent en parrain et ont besoin de toutes les facettes que tu représentes. Ouais, bien sûr. Parce qu'on l'a dit, le côté sportif, le côté entrepreneur. Et d'ailleurs quand on parlait des réseaux sociaux, en fait t'as un profil qui correspond à chaque réseau social. Sur LinkedIn, tu parles de leadership et d'entrepreneuriat. Sur Instagram, il y a un peu de lifestyle et puis bon, il y a toute la génération un peu voilà comme ça. Sur Facebook, les grandes générations. C'est vrai, il y a que TikTok où il faudrait que j'arrive à toucher les plus jeunes. C'est un niveau plus jeune. Jeu de mots. Ouais, c'est vrai. Non, c'est vrai. Non, mais aujourd'hui, c'est un réseau social qui est très sollicité par la jeunesse et des fois on rate aussi le coche. Est-ce que tu te sens vieux aujourd'hui? Non, pas du tout. Voilà, tu te sens dynamique et... Non, après, je me sens pas forcément raccroché à ça, tu vois, à TikTok et compagnie, mais je me sens pas vieux pour autant. Comment les associations, t'as senti l'engouement? Parce que t'as quand même soutenu énormément d'associations. On t'a vu présent dans de nombreux galas pour beaucoup de causes diverses et variées. À quel moment t'as senti qu'on voulait de ta personne et qu'on voulait un peu de ta notoriété publique pour des causes louables?
Écoute, ouais, je dirais que c'est à peu près la période où on s'est rencontrés, hein, c'est ça, hein, c'est vers 2019-2020, hein, je pense que C'est ça le a premier commencé titre. à arriver, ouais. Le Dôme de Paris, c'était quoi? C'était la première Peut-être plus c'était grosse salle? parce que c'était voilà, c'était comment en fait, c'était pas tant les premiers titres, c'était les salles qui étaient de plus en plus grosses et donc il y a eu peut-être plus de médias, plus de choses comme ça, d'associations d'images qui ont fait que ça a fait parler de moi de plus en plus quoi. Bien sûr. À quel moment tu sens quelque part que tu peux aller vers des plus grosses salles? Parce qu'avant, au départ, le kickboxing, c'est pas le sport le plus Ouais, ouais, réputé bien en sûr, bien France. sûr. Bah en fait, on a tâtonné quoi, hein, tu vois, on a fait des salles de plus en plus grandes, hein. La première c'était donc mon projet de fin d'études, c'était dans la fac à Dauphine, il y avait 1000 personnes. Ton premier Après, combat voilà, enfin premier combat que je produis. ah d'accord, que tu produisais. C'est Et quoi produire un combat? produire un combat, ça veut dire produire l'événement. Produire l'événement, ça veut dire bah, le financer quelque part et donc se dire bah voilà, la salle me coûte tant, faut payer la sécurité, faut payer toute la production sportive, les athlètes, faut payer la com, faut tout financer quoi. Et de l'autre côté, il faut avoir des rentrées d'argent, sinon c'est que des frais. Et du coup, bah c'est vendre des tickets, c'est trouver des partenaires, etc. Gérer les droits télé et avoir des subventions par la région qui nous accompagne depuis le début et vraiment leur soutien il est hyper important donc j'en profite pour remercier Valérie Pécresse et Patrick Caral qui nous soutiennent et voilà et donc voilà comment on produit un événement et donc le premier projet de fin d'études parce que je savais pas si j'allais faire ça ou pas je fais un pilote en faisant un statut d'étudiant auto-entrepreneur et je monte une soirée de boxe avec mon frère Nicolas et mon confrère de toujours Yacine Beraba Bien sûr. et donc on fait ça ensemble tous les trois et ça se passe plutôt bien et de fil en aiguille on va après sur une plus grosse salle donc à Coubertin donc une salle de 2500 personnes ou 3000 personnes, je sais plus, mais que tu peux habiller en pas trop grosse. Et après on passe au Dôme de Paris où là c'est un peu plus gros et surtout c'est une salle publique, c'est pas une salle de sport, etc. Et il y avait jamais eu de kickboxing, en fait il y avait eu que de la boxe anglaise avec elle et je crois que c'est avec Acarias qui avait organisé là-bas. Enfin, en tout cas il y avait jamais eu de kickboxing. Et on fait cette soirée et là c'est vrai que ça se met, on commence à s'installer quoi, tu vois dans le Oui, bien sûr. dans le paysage et de fil en aiguille après on fait différentes soirées avec par exemple une des plus grosses soirées dans lesquelles je suis le plus fier c'est au Grand Palais éphémère C'est fou. parce que On est voilà mythique. un lieu incroyable qui n'existe plus parce que c'est voilà c'est il a été démonté Ah, mais il a demandé. il a été démonté ouais c'était en attendant les travaux du Grand Palais officiel et mais du coup qui a un lieu incroyable parce que quelque part c'est RMN musées nationaux tu vois de France et se dire que à un moment donné 2 fois il y a eu du kickboxing dans un lieu avec Chargé d'histoire. chargé d'histoire, mais surtout parce que c'est un lieu éphémère, mais je veux dire, c'est un lieu qui était censé accueillir surtout de la culture et des événements dans lesquels on ne voit pas arriver des sports populaires comme le mien, ben, c'est une fierté. C'est sûr. On revient un tout petit peu avant. Est-ce que dans les études, tu as senti des préjugés du fait qu'il est sportif, il vient faire des études? Est-ce que le côté un peu cliché à la Ribéry, du sportif qui fait pas d'études, est-ce que c'est quelque chose que tu as subi ou pas du tout? C'est pas quelque chose que Alors, tu as vécu? je l'ai pas subi frontalement. En revanche, effectivement, j'ai senti dans plein de rencontres, dans plein de moments, en fait, une case, quoi. C'est-à-dire que quand quelqu'un est sportif, ben, il est physique, mais il est con. Ok, Tu vois. ouais, des clichés. Et en fait, et ce que j'ai toujours essayé d'expliquer aux gens, c'est que, en fait, l'intelligence ne se résume pas à la culture, ne se résume pas à plein de choses. Et quand on parle d'un champion, tu vois, que ce soit Ribéry ou n'importe quel athlète, en fait, on peut pas juger son niveau d'intelligence par rapport à sa manière de s'exprimer, son élocution, ou en fait tous ces critères qu'on a l'habitude de mettre en norme, parce que pour être brillant sur un terrain, c'est qu'il y a quelque part une forme d'intelligence. C'est vrai? Et donc il y a de l'intelligence, c'est juste qu'après il y en a qui sont plus ou moins curieux et qui arrivent à retranscrire ça dans la vie, on va dire, classique, tu vois, et t'en as qui en ont pas envie peut-être aussi, tu vois. Mais en fait, en tout cas, pour être fort sur un terrain, il faut être intelligent. Ça, c'est sûr. Il faut être tactique aussi, un peu stratège. Exactement, dans n'importe quel terrain. Quand je dis terrain, c'est un ring, un Ouais. terrain de foot ou de rugby, ce que tu veux. Est-ce que tu as vu des regards changer quand tu as organisé ce combat à Dauphine, même au niveau de l'équipe pédagogique? Est-ce que tu as au vu des début, profs bien qui. sûr, bien sûr. Alors, il y avait des profs. Bah, ça, c'était incroyable parce qu'il y avait plein de profs qui découvraient, qui connaissaient pas. T'avais aussi au début des gens qui me prenaient pas au sérieux et qui pensaient pas que j'allais réussir à faire ça. Et quand ils ont vu la salle remplie, l'ambiance, tout, c'était un truc incroyable. Et d'ailleurs, cet événement a créé le lien
entre la mairie du 16e et l'université Dauphine. À l'époque, il y avait Claude Goasguen avec son adjoint Jérémy Redler, qui est l'actuel maire du 16e. Et c'est drôle parce que Monsieur Redler, en fait, a fait la même formation que moi. Voilà. Qui est une formation finance. Non, entrepreneuriat. Il a fait Dauphine et il a fait entrepreneuriat à la fin. Donc il a fait la même formation et tu as créé ce lien institutionnel un petit peu par le prisme du sport. Exactement. Comme quoi le sport rassemble. Et franchement, et d'ailleurs, vraiment, le sport rassemble. Et je profite de l'actualité parce que là, on sort d'une période de grandes festivités et de grands moments de sport, puisque le PSG a remporté la Champions League. C'était énorme. Et en fait, et tu vois, je me rends compte, moi je regarde jamais la télé, je m'en fous complètement. Et j'ai passé le week-end soit à regarder le match, soit parce que je suis pas allé après non plus au parc pour faire la fête, mais pour suivre, tu vois, ça en télé. Et je me suis dit, c'est ouf parce que j'ai jamais regardé les chaînes d'actu, ou quasiment jamais. Et là, je l'ai fait et en fait, il y a quelque part quelque chose de magique, c'est que ça rassemble le sport et c'est une bonne énergie et il n'y a rien d'autre qui peut rassembler comme le sport. Et différents univers et différentes classes sociales et différents... Il n'y a pas de frontières, tu vois. Dans le stade, on ne cherche pas à savoir la religion, on ne cherche pas à savoir l'origine, le niveau social. On s'en fout de tout. Tout le monde sautait les uns sur les autres. Il y en a plus fort que d'autres, mais tout le monde se sautait dessus. Et du coup, voilà, vraiment, le sport, c'est magnifique pour ça. On parlait de l'engouement que tu as créé. Le sport est un super aussi levier politique. À quel moment tu as senti aussi que même les politiques ou les businessmen s'approchaient de toi et un peu voulaient te soutenir et participer au projet? Politique, j'ai senti ça dans une campagne où j'avais été approché. Et c'était en quelle année? C'était le mandat. Mais ouais, c'était le premier mandat de Monsieur le Président Macron, ouais, où j'ai été approché pas par lui, mais par un autre candidat. Et où je me suis dit. Et en fait, moi, c'est vrai que j'ai tendance à être un peu un yes man, c'est-à-dire que quand il y a une porte ouverte, je me suis dit, bon, je vais aller voir parce que je suis un mec curieux, tu vois. Et c'est vrai que je suis allé voir ce qui est proposé, ce qui est raconté. Et après, j'ai commencé à voir que c'était un peu engageant. J'ai tracé parce que t'as voulu faire attention. Ouais, et surtout que ça me correspondait pas forcément parce que je me suis dit, moi, je suis un sportif. Ok, j'ai mes convictions en tant que personnel, tu vois. Mais est-ce que j'ai envie d'en faire quelque chose de professionnel et de mettre ça non, c'était pas mon truc. Oui, c'était pas ton truc. Est-ce que durant tout ce parcours, parce que là on a passé un peu ta jeunesse, ton éducation, les premiers combats, les premiers titres, passer de petites salles à des grandes salles, est-ce qu'il y avait un modèle ou un peu un héros, ou est-ce que t'avais une vision ou un exemple auquel tu voulais ressembler, soit dans le sport ou même dans la vie? Alors, ça dépend. Dans ce qui est, tu vois, il y a pour moi une icône du sport, par exemple, que j'aime beaucoup, c'est Michael Jordan, parce que je trouve c'est ouf ce qu'ils ont réussi à faire. Après, qui va rester dans mon univers, ou Mohamed Ali, tu vois, par exemple, parce que je trouve que, alors lui, par contre, il fait de la politique, mais où je suis, même si je ne voudrais pas, enfin, c'est pas que je ne voudrais pas, mais je ne me verrais pas être comme lui. J'ai beaucoup d'admiration pour quelqu'un qui s'est engagé. Lui, vraiment, voilà, tu parles d'engagement, c'est quelqu'un qui s'est engagé. Mais plus, on va dire, plus national, tu vois, un sportif comme Zidane, ou même dans mon sport, il y a eu un immense champion qui s'appelait Dida Diafat, qui lui a fait une carrière dans le cinéma. Il s'est assez, comment dirais-je, ouvert. Et finalement, c'est un super exemple d'athlète de mon sport qui a été un immense champion de boxe thaï et de kickboxing, et qui a réussi à créer, parce qu'il les a créés quand même, ces opportunités, c'était pas de la chance, dans le cinéma, dans les affaires, et du coup je le trouve inspirant pour ça. T'as été approché sur du cinéma ou jamais? Est-ce que c'est quelque chose qui... Ouais, c'est quelque chose qui est en cours. Il y a des sollicitations des fois qui arrivent. Alors j'ai eu une ou deux fois des sollicitations, mais là j'ai un super projet qui devrait... c'est vrai? Arriver. On suivra un peu ça. Tu parlais de ta famille, notamment de ton frère, tes parents. Est-ce que des fois ils t'ont dit... stop, ne fais pas ça? Est-ce qu'il y a eu des limites ou des barrières qui étaient fixées, même dans la visibilité ou dans le... Parce que c'est vrai qu'on était dans un monde de lumière, ouais, où tu avais eu quand même plusieurs plateaux télé. T'as fait quand même une succession de plateaux... Non, on m'a jamais rien dit parce que je pense qu'on m'a trouvé raisonnable, tu vois. Non. Il n'y avait pas de risque ou il n'y avait pas de... Est-ce qu'ils ont peur dans tes combats quand ils te regardent? Ouais, ça c'est autre chose, oui, bien sûr. Ils ont peur pendant les matchs parce que la peur du mauvais coup. Mais par rapport à tout ce qui est média, j'ai pas souvenir qu'on m'ait dit fais attention, ne pas faire ci, ne pas faire ça. C'était quoi la demande la plus farfelue qu'on t'a proposée en sollicitation? Où t'as dit mais jamais je vais faire ça?
Ah, ça doit être de sucer des pieds, par exemple. C'est vrai? Mais non. Ah si, il y a des... Oh là là. Ah non, de qu'on suce mes yeux. Ouais, ouais. C'est vrai? Ah non, il y a des ouf. Ouais, ouais. Ah non, Ah. mais ça, on me l'a demandé plusieurs fois. En fait, et je crois qu'il y a un... Ah ouais? Je Des pense que... fétichistes qui te contactent. Je pense que ça fait partie d'un grand... C'est un panel de personnes importantes, les fétichistes des pieds. Ouais, ouais. Ça, c'est les demandes perso. Ça, c'est les demandes perso. Et- Mais ça pouvait être filmé, hein, si maintenant tout se filme. Ah oui, d'accord. Ah oui, des propositions commerciales. Non, mais ouais, Ouais. des propositions commerciales comme ça. Ouais, ça, C'est c'est vrai. tout fou qu'on peut me proposer, quoi. Tu C'est vois. fou. Que Et je en fais tous les sollicitation jours. professionnelle. Et en sollicitation professionnelle, c'est quoi la demande la plus ouf que t'as dit? Mais non, je vais pas faire ça. Ah, franchement, non. Il n'y a aucun projet vraiment qui t'a amené à dire voilà. Non, après, ça peut être de participer dans des projets, mais qui étaient pas fous. C'était juste que c'était pas pour moi. Mais non, j'ai pas eu de truc qui serait. Là, t'es donc 7 fois champion du monde. Il y a eu des défaites, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es pris des tannées? Est-ce qu'il y a eu des moments où. Ouais, alors, tanné, non, je pense pas. Mais en tout cas, il y a eu des moments où j'ai perdu des combats. Et en fait, si tu veux, dans ma carrière, ce qui est assez bizarre, tu vois, enfin bizarre, c'est que tous les matchs que j'ai perdus, ça s'est joué à pas grand chose. C'est un calcul de points, c'est un calcul de. Ouais, c'était un calcul de points et les matchs étaient serrés. Et en fait, quelque part, mes adversaires ont su prendre le meilleur du match. Et c'est moi qui ai aussi pas su prendre le meilleur du combat. Et du coup, en fait, ben, ça t'instaure beaucoup de doutes parce que tu te dis, mais merde, pourquoi j'ai raté à la limite, tu prends une grande fessée, tu te fais démonter, tu te remets en question aussi. Mais là, c'était pas vraiment le cas. Et là, c'était pas vraiment le cas. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup de remise en question, c'est beaucoup de regrets quand ça arrive. Parce que pourquoi j'ai pas fait ci, pourquoi fait ça. Et en fait, ben, tu transformes ces regrets en construction, quoi, en te disant, bah ok, j'ai pas fait ça, c'est pas grave, je vais travailler sur ça pour progresser. Sur des sports de combat, parce que c'est des carrières relativement courtes quand même. C'est du sport de haut niveau. Alors, dans le monde du sport, c'est pas trop court, mais dans le monde professionnel, oui, c'est très court. À 40 ans, c'est très rare de continuer. Généralement, ça s'arrête sur ces âges-là. Est-ce que c'est aussi pour cette raison que tu as voulu aller chercher une carrière d'entrepreneur et que tu as voulu te dire. C'est pour deux raisons. Écoute, en fait, si tu veux, la première, c'est que comme mes parents m'ont poussé à faire des études, en fait, assez jeune, dans mon système de réflexion, je me suis construit en faisant deux choses à la fois. Tu vois, même si la boxe et le sport étaient ma priorité, j'avais quand même autre chose à côté. Et en fait, je pense que ça te rend curieux et ça te rend un peu hyperactif. Et du coup, c'est vrai qu'à côté du sport, bah, j'aime faire des projets. Et par exemple, j'ai très peur de l'ennui. Tu vois, Okay. je me fais. T'es un peu hyperactif. Je suis un peu hyperactif, je me fais yesh très très vite. Et c'est très relou. Et donc, oui, j'adore faire plein de choses en même temps, etc. quoi. Donc, on le voit souvent, même aux États-Unis, dans les sports de combat, il y a des sportifs qui. Il y a une dépression, une solitude, ou des fois le sportif qui rentre chez lui, où il y a des moments de doute. Est-ce que tu as été confronté à ces sujets? Est-ce que c'est un tabou dans le sport? Parce que c'est vrai qu'il y a quand même, en plus du sport individuel, où en fait c'est binaire en fait. Bien sûr, bah, en fait, tu gagnes ou tu perds, ouais. Et si tu veux, oui, bien sûr. J'ai eu des moments de doute, j'ai eu des moments de souffrance. Les premiers gros combats que j'ai perdus, je suis allé voir un psychologue du sport. Je suis allé voir des coachs mentaux. Des équipes qui j'ai été voir vraiment des gens parce que je me sentais mal, tu vois, je me sentais pas bien. Et en fait, même quand tu passes un combat, des fois même quand tu le gagnes, bah, tu te sens un peu bizarre parce que sur l'instant, t'as pas de but, tu vois. Tu vas en avoir un bientôt. Mais c'est pas évident de gérer, en tout cas par rapport à mon tempérament. Et du coup, j'ai eu des périodes où j'ai voulu me retrouver un peu seul pour méditer sur la suite, quoi. Est-ce que tu sens quelque part que le corps et même le mental y prend cher, parce que c'est quand même des ascenseurs émotionnels où tu passes à chaque fois, tu repars en entraînement. Faut jamais dépasser donc le 80 kg ou le temps de poids. Ouais. Le physique donc joue un rôle important. Faut toujours être un peu au taquet. Est-ce que tu sens que ok, je fais ça un temps, mais mon corps il va pas supporter. Alors c'est sûr que faire du sport, c'est bon, mais le sport de haut niveau, je pense pas que ce soit très bon. Mais en fait, ça te procure de telles émotions que tu peux pas, tu te poses pas ces questions en fait. Le jeu en vaut la chandelle. C'est tellement bon, c'est tellement un rêve, c'est tellement un truc que tu as envie de faire que je pense pas à demain. C'est vrai, hein, c'est peut-être irresponsable, hein, mais je pense pas à demain. Et les blessures, t'as eu dans ta carrière Ouais, même toutes les blessures que j'ai eues, j'en ai eu plein. Tu te reconstruis. Et l'être humain est incroyable. C'est-à-dire que si tu savais le nombre de blessures dont guérissent les sportifs de haut niveau
et dont beaucoup de sédentaires ne guérissent pas parce que tu as tellement un but de te rétablir vite parce que ton objectif de carrière est immense que ben, tu mets tout en place, ton corps, même ton système nerveux, enfin, il se passe des choses qui vont te faire guérir plus vite, quoi. Et c'est des équipes aussi autour, parce que je suppose qu'il y a Bien des sûr, il n'y a ostéopathes, pas que de la magie, mais bien sûr, kinés, t'as des médecins et des chirurgiens. Une des causes auxquelles je sais que tu es très très proche, c'est notamment les centres de rétablissement pour le cancer, post-cancer, Institut Raphaël. C'est quelque chose. Pourquoi tu as choisi ces causes médicales Malheureusement parce que j'ai perdu beaucoup de proches de cancer et en fait, si tu veux, ce qui m'a animé quand j'ai rencontré Alain Toledano qui a montré un institut qui s'appelle l'Institut Raphaël, en fait, j'avais l'impression de parler à quelqu'un qui me comprenait parce qu'il me dit voilà, moi mon objectif c'est non plus de traiter une maladie mais de traiter un individu. Et je suis persuadé que pour qu'un individu atteint d'un cancer aille mieux et guérisse, il faut l'accompagner par les soins médicaux classiques, donc oncologie, etc. Mais il faut également l'accompagner sur un plan psychologique, sur un plan de santé, sur un plan de sport, sur un plan nutritionnel. Il y a une diversité d'actions qui font qu'en fait, tu t'adaptes à l'individu. Et ça m'a rappelé qu'à un moment donné dans ma carrière, je me suis éclaté les ligaments croisés. Et en fait, les médecins qui me suivaient au départ regardaient que les images, tu vois. Et quand ils regardaient les images, ils disaient ah, c'est mort. Et en fait, il y a un chirurgien qui justement avait une approche beaucoup plus kinesthésique et qui lui m'a touché la jambe. Et en fait, bah, lui il m'a dit mais non, il n'y a pas de problème. Et si tu veux, ce jour-là, je me suis dit tiens, c'est hyper intéressant parce que t'en as un qui te regarde toi et qui te contrôle en tant que personne, et l'autre qui regarde des images par rapport à son référentiel d'image. Mais chaque image est différente puisque chaque individu est différent. Et du coup, en fait, cette expérience de vie, elle est arrivée pas longtemps avant que je rencontre Alain Toledano, et même bon, il sera sur le plateau. C'était pas super. Et bon, moi, c'était pas un cancer, mais si tu veux, du coup, quand il m'a parlé de ça pour les personnes atteintes d'un cancer, je me suis dit mais il a tout compris. Il a compris que en fait, pour que quelque chose soit efficace, il faut l'apprendre de manière globale, et du coup, c'est ce qu'on appelle la médecine intégrative. Et du coup, j'ai trouvé j'ai trouvé ça tellement ambitieux et tellement évident aussi que je me suis que j'ai voulu qu'on travaille ensemble, quoi. Et j'ai vécu tu vois, dans les moments forts de vie grâce à Alain, et c'est moi qui le remercie. J'ai vécu un moment exceptionnel, c'est-à-dire que il a monté un projet, je sais pas où ils en est d'ailleurs. On avait fait un champion avec un groupe de patients. Et donc, j'étais avec un groupe de patients, de patientes et patients, pour faire une ascension en montagne. On devait monter le Mont Blanc. Finalement, à cause de date, ça s'est pas fait, mais on a fait des entraînements, on a monté des monts très très hauts, où c'était dur pour moi. Et il y avait avec moi des petites nanas pas sportives, qui étaient en chimio, qui faisaient la même chose que moi. Et je me suis dit, tu vois, l'être humain, en fait, il est capable de faire des trucs de ouf, même sans préparation, parce que tout vient de là. Le mental. Donc, quelque part, t'as senti aussi, mais tu l'avais déjà conscientisé, que le mental prend le dessus. Est-ce qu'il y a un combat où tu t'es dit j'ai pris cher, où tu t'es dit je m'attendais pas à cet adversaire, ou même des fois sur les préjugés, tu pourrais dire ce challenger? Oui, bah ça m'est arrivé bien sûr ouais, je me souviens d'un combat il y a 3-4 ans où j'affrontais un Roumain des pays de l'Est, et je le sentais costaud, tu vois, mais je savais pas que ça allait taper aussi fort. Et dès le début, je prends des parpaings en pleine gueule, et je sens que c'est violent, quoi, tu vois. Et ce jour-là, je me suis dit waouh, il va falloir rester concentré parce qu'il peut m'arracher la tête. C'est ça. Et c'est combien de temps de remise? Parce que nous, on voit le combat qui va durer, je sais pas combien de temps, un quart d'heure, une demi-heure. Ouais, c'est ça. Et puis s'il y a un KO, peut-être moins de temps. Combien de jours il faut? Parce que c'est une grande préparation. Des fois, tu mets plusieurs mois. Bien sûr. C'est quoi le temps de récupération, de préparation? Ouais, les deux même. Le temps de préparation, en fait, tout est relatif. Moi, si tu veux, je vais te donner le temps de préparation finale, mais j'arrive, je suis déjà prêt, je suis déjà entraîné. Je pars jamais de zéro parce que je m'entretiens toute l'année. Il y a un moment donné où je fais une petite coupure, mais pareil, je garde de la condition physique, je m'entraîne. Mais pour moi, un temps de préparation optimal, c'est 3 mois. En arrivant déjà en forme, tu vois. Enfin, en arrivant déjà pratiquement au top. Donc, et c'est 3 mois d'affinage, d'affûtage. Et de la récupération.
Bah, la récupération, c'est relatif. Tu as des fois des combats où tu as de la récupération physique parce que tu as des bobos, parce que tu as plein de choses. Après, tu as la récupération aussi émotionnelle. C'est pas évident de revenir tout de suite parce que tu as eu un gros montée de stress, montée en pression jusqu'au jour du combat. Après, ça redescend. Donc, faut retrouver de la motivation vite. Comment tu concilies vie privée et vie professionnelle et de sportif? Écoute, j'ai la chance d'avoir quelqu'un qui me comprend, qui est empathique et qui en fait ben, est là pour moi et du coup pour le couple c'est bon. C'est un, Ça, c'est un mariage qui marche, quoi. voilà, C'est un exactement. mariage qui marche et c'est des concessions. Est-ce que tu pensais pouvoir te marier avec cette... Parce que t'as une vie d'image. T'as une vie où quand même tu utilises la beauté pour te Ouais, vendre, hein. Parce qu'il y a des marques, ouais, il y bien a sûr. des grandes marques connues qu'on peut citer sur les réseaux sociaux, mais c'est qui t'approchent des couturiers, Ouais, ouais. etc. À quel moment tu te dis, parce qu'il y a des fois peut-être même tu dois te dire, ou tes agents ou tes équipes, faut pas trop que je dise que je suis en couple parce que ça participe à Ouais, l'image. ouais, non, mais d'ailleurs j'en parle pas. C'est une Tu vois, équation. là d'ailleurs Ouais. tu as pris Ouais, je t'ai pris au tu m'as dépourvu. pris au dépourvu, mais j'en parle très très rarement. C'est une stratégie d'image, comment ça se passe dans le... Et en fait, bah, tu sais quoi, bah, c'est mon frère, je pense. C'est grâce à mon frère, tout simplement parce que en fait, j'ai assisté à son mariage et ça m'a touché en fait, tu vois, son mariage et le fait de le voir se marier. Et finalement, après ça, moi, j'étais pas spécialement l'envie de me marier, tu vois, effectivement. Et en fait, après ça, ben, comme ma femme, elle attendait ça aussi, ben, je l'ai fait au début pour elle et finalement, aujourd'hui, je l'ai fait pour nous parce que je suis hyper heureux de l'avoir fait. Oui, c'est ça. Mais est-ce que dans la gestion d'une carrière, c'est quelque chose qu'on prend en compte? Parce que c'est vrai que c'est comme une femme belle ou une icône Ouais, d'Hollywood, tu ouais. vois. Des Bah, fois, en c'est mieux fait, de préserver la vie privée bien sûr. pour... Bah, tu veux savoir, je préserve complètement ma vie privée et là, euh, sauf si ça fait le buzz, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose sur lequel je communique et je pense pas que. Enfin, Et toi qu'on tu me connais, t'interroge forcément, ouais. toi tu me connais, mais il y a pas beaucoup de gens qui me parlent de ça parce que je pense pas que ce soit. Tu sais que par ta pudeur, c'est pas ça que t'exposes et Ouais, que... c'est pas ça que j'expose et je le montre pas spécialement. Bien sûr. Est-ce que dans ta vie de sportif, donc là tu as 35 ans, tu me disais qu'une carrière c'est peut-être à 40 ans, ou du Ouais. moins c'est à peu près comme ça. Comment tu vois, parce que entre guillemets, tu as fait les trois quarts de ta carrière, Bah on ouais, peut le ouais, dire c'est comme ça. ça. Est-ce que tu vois les années passées, les mois passés? Est-ce que tu dis c'est un combat par an, il m'en reste que 5, tu vois? Est-ce que c'est quelque chose que tu Ah non, appréhendes? non, alors je l'appréhende pas parce que j'ai tout simplement commencé à préparer la suite, tu vois. Et en fait, faut que en profiter, tu vois. Ok. Et je me dis oui, mais après, je l'appréhende pas, mais il y a des choses que j'aimerais accomplir encore, tu vois, sportivement, où je me dis tiens, j'aimerais encore faire tel combat, mais je me mets pas de pression. Tu mets pas de pression. Est-ce que tu te dis mon corps, il peut pas tenir 50 plus à ce rythme-là? Non, ça par contre, tu vois, je trouve que je suis bien et je me ressens pas de fatigue physique qui me pousserait à avoir une pensée sur une fin plus tôt, quoi, tu vois. Non, non. Est-ce que tu sens des fois que le fait d'avoir autant de victoires, parce qu'en vérité, tu as quand même 7 titres, c'est pas rien, est-ce que des fois on peut arriver dans un mood où on se ment à soi-même, où on se croit un peu surpuissant? Ouais, c'est vrai. Ça peut arriver où des fois tu commences un peu à te. Ouais, tu t'emballes un peu. Et c'est vrai que la chance que j'ai, c'est voilà, en fait, j'ai pas changé mon entourage depuis. Je te disais, je te parlais de Yacine, mon frère. Bien sûr, c'est les mêmes C'est des gens qui étaient avec moi avant que je sois champion, tu au vois. début. Et donc lui, il va me parler de la même manière, ou même plein d'amis. En fait, j'ai pas mes copains, c'est pas des fans. Voilà. Tu Oui, vois. c'est ça. J'ai C'est eu. des gens, Alors, c'est sain. c'est sain et c'est des gens qui étaient avec moi bien. Enfin, même si c'est pas bien avant, c'est pas des fans, quoi, tu vois. Et donc, bah, je me sens pas poussé et devenir complètement un but de ma personne, tu vois. Voilà. Et au-delà d'être un but de ta personne, est-ce que des fois, le fait de multiplier ses victoires, quelque part, on croit sans être prétentieux, mais juste ça peut être, voilà, ne plus avoir d'adrénaline pour faire les choses, c'est-à-dire de... Ah, c'est intéressant ce que tu dis. Tu vois. Oui, alors effectivement, il y a quelque chose aussi, c'est vrai, c'est que quand tu t'es mis à vivre des choses très très fortes, c'est pas que t'es aigri, mais c'est vrai que en fait, je me rends compte qu'il y a des moments superbes que je vais vivre et que des fois, je peux un petit peu les. C'est pas ne pas respecter le moment, mais ne pas le prendre à sa juste valeur parce qu'en fait, t'as tellement été habitué à vivre des choses fortes, etc., que il y a d'autres choses que tu vas vivre, t'oublies de les apprécier. Et en fait, bah après, ça c'est plus philosophique, c'est d'apprendre aussi, toujours apprendre à réapprendre et toujours de se dire, bah en fait, enfin, tu peux partir loin, tu peux dire chaque journée, je devrais l'apprécier parce que je suis en bonne santé et tout va bien et il faut apprendre à apprécier rien que ça, rien que d'être en bonne santé, tu vois, sans aller jusqu'à parler d'un voyage
d'une montre ou de je ne sais pas quel objet, quoi. Mais dans les rencontres humaines, est-ce que des fois, comme tu as vécu des adrénalines, tu as rencontré des personnes ou des couturiers t'ont approché, tu as rencontré des sponsors ou voilà, après les partenaires institutionnels, bon voilà, tu as eu la région qui t'a financé, tu as eu des anciens présidents de la République que tu as rencontrés, qui eux dans leur vie aussi peut-être voyaient une forme de ring de combat et des parallèles, des métaphores identiques. Est-ce que toi aussi quelque part dans les rencontres, il te faut maintenant des gens inspirants? Ah, j'ai compris ce que tu veux dire. Alors en fait c'est assez drôle. Alors il y a deux choses. La première c'est que en fait vraiment je me suis rendu compte que quand tu fais vraiment du haut niveau comme je peux le faire et où tu es concentré sur ta carrière, t'as un peu des œillères et en fait même s'il y a des gens qui se représentent des icônes pour toi et qui sont immenses, bah t'es tellement, c'est pas que t'es égocentré mais t'es tellement concentré sur ta réussite à toi que quand tu les rencontres t'es content parce que voilà, t'as une partie de ton enfance que tu revois, tu dis ah j'aurais tellement rêvé et en fait ça se produit. Mais sur le moment, voilà, ça change rien parce que toi t'es concentré encore sur tes réalisations. Et par contre, ce qui est vrai, c'est que moi, bah, tu vois, quelqu'un comme Alain Toledano, même si c'est pas une star internationale ou une célébrité, bah, quand je l'ai rencontré, c'est quelqu'un que je trouve énormément inspirant. Et lui ou d'autres, hein, tu vois, y a plein de gens que j'ai rencontrés que je trouve hyper inspirants et du coup, toutes les personnes connues sont pas forcément inspirantes, mais il y en a beaucoup qui en fait ont des histoires de vie. Ils sont devenus connus parce qu'ils sont devenus experts et très doués dans leur domaine. Bah forcément quelque part quand tu partages avec un moment, c'est toujours intéressant de se comprendre comment ils y sont arrivés et moi c'est ça qui m'intéresse, c'est l'humain et c'est vrai que t'en as qui sont plus dans l'ombre mais que j'adore écouter les gens. On l'a vu dans ton parcours que tu donnais beaucoup de temps, etc. Pour les autres. Et est-ce que, quelque part, ces parcours inspirants et ces modèles et ces gens que tu as rencontrés, on le disait que voilà, des fois, tu as été une recherche d'adrénaline. Est-ce que quand tu as monté déjà voilà, plusieurs combats, plusieurs compétitions, quelque part, tu te dis, j'ai déjà fait quand même le dôme, j'ai fait le palais éphémère. Maintenant, pour que j'arrive à même toi, peut-être t'apporter de l'adrénaline, est-ce que des fois tu te dis, je fais pas de prochain combat si c'est pas mieux ou si c'est pas, tu vois comment alors, tu te mets le. Bah écoute, regarde, tout est relatif parce que effectivement, il y a une partie de moi où c'est ça, mais d'un autre côté, de l'autre côté, tu vois, il y a quelques semaines, enfin il y a une dizaine de jours, on a fait mon championnat du monde au Palais des Sports de Levallois, qui est une superbe salle, mais sachant que l'année dernière j'ai fait le Grand Palais éphémère et c'est vrai que même si elle est mythique cette salle Marcel Cerdan, tu vois, il n'y a pas de comparaison avec le Grand Palais. Mais j'ai trouvé de l'adrénaline différemment parce que déjà j'étais plus champion du monde, il fallait que je reprenne mon titre. Et donc, ouais, je pense qu'on peut trouver des moteurs différemment, mais bien sûr que il faut trouver des enjeux qui te stimulent. À un certain âge, tu fais pas du combat pour faire du combat. Même si je suis un passionné, donc j'adore faire du combat, mais j'ai mon management qui s'occupe de me canaliser aussi pour me dire non, tu vas pas faire ce combat, ça sert à rien. C'est ça, t'as aussi des garde-fous, on va dire, autour de toi. C'est ça. Que t'as su choisir. Au fil des années, quand tu fais ces combats, que tes marques t'approchent, quelque part que involontairement tu peux t'embourgeoiser comme ça, est-ce que t'as été confronté à des fois qu'on te dise non? Ah bah bien sûr. Tu vois, mais moi, attends, mais si tu savais, alors c'est marrant que tu me poses cette question parce que ça veut dire que je sais pas ce que je respire, mais si tu savais le nombre de noms que j'ai mangé dans ma vie, mais même de me faire recaler en boîte. Mais ça a cassé projet. Ah ouais? Ah non, mais moi je me suis fait torturer. C'est vrai? Ah non, là maintenant ça va, j'ai plus de problème, mais je me souviens, bon déjà je n'y vais plus, mais je me souviens quand j'ai recommencé à sortir parce que j'étais champion. Mais j'étais hyper angoissé de sortir parce que je voulais être sûr qu'on me connaissait bien les gens de la boîte tellement je me suis fait recaler. C'est vrai. Ah ouais. Et c'est le passage jeunesse. Ah non, et en fait, et d'ailleurs, un de mes mentors dont je te parlais de Frédéric Liver, il a un proverbe que j'adore, une phrase hyper inspirante qui me stimule et lui il te dit le non on l'a déjà, le oui on va le chercher. Et c'est vrai que dans la vie, en fait, t'as face à toi un non, quoi qu'il arrive. Donc si tu te bats pas, tu pourras jamais le transformer en oui, mais tout est transformable en oui. Et donc oui, j'en ai mangé plein des noms, mais que ce soit dans des marques, des trucs, mais encore aujourd'hui, je me prends des gifles dans ma gueule, tu vois, et ça fait du bien aussi. Ça fait du bien aussi des fois qu'on te dise non. Ça fait du bien, et si on te disait toujours oui, tu serais peut-être que je serais un but de ma personne, tu vois. Et donc la chance que j'ai, c'est dans un sport relativement confidentiel, et voilà, bon, je préférerais qu'on me dise plus oui quand même, mais ça m'arrive encore. Mais des fois, ça fait du bien. Ouais, ça... Est-ce que quand on va sur un ring, parce que avant d'entrer sur un ring,
t'as une préparation de concentration. Moi, je me rappelle que même sur des places, tu nous as beaucoup soutenus pour les orphelins, les familles de pompiers, des armées, etc., des militaires, des blessés, veuves et orphelins. Et même des fois, après on se connaît dans la vie, voilà. Je t'écrivais parce que j'avais pas d'autres contacts et que tu me répondais 2 heures avant un combat. Et j'étais gêné, je me disais, putain, il me répond 2 heures avant son combat. Dans quelle bulle tu te mets? Non, alors ça, pour le coup, c'est un défaut que j'ai. C'est que normalement, je devrais couper le téléphone. Et tu fais sûrement partie des gens où je me dis, où je t'insulte quand même hein, avant de te répondre. Mais je me dis, bon, je l'aime bien, je vais quand même lui répondre parce qu'il fait partie des gens que j'aime bien. Mais quand même, t'as dû prendre 2-3 insultes avant que je te réponde dans ma tête. Hein, c'est sûr, mais et je le sais. Et c'est pour ça que quand je l'écris, je me rappelle quand notamment les pompiers, mais pas que ce combat-là. Et à chaque fois, je me dis, putain, je l'envoie ce message ou pas? J'ai les bénéficiaires, il manque 5 places, etc. Et que tu réponds, et je me dis, putain, c'est sûr qu'il m'a insulté. Non, mais oui, voilà. Mais comment tu te prépares? Et donc, comment je me prépare? En fait, écoute, j'essaye de pas trop sortir du cadre, c'est-à-dire que hop, j'ai ça à faire, ok, bon, c'est comme si tu peux, en même temps, quand t'as un combat, tu peux te verser un verre d'eau, tu peux mettre ta concentration 2-3 minutes sur autre chose. Et donc, c'est d'arriver à me dire, bon, je sors 30 secondes du combat, ok, je demande là, tac, 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 on m'envoie, hop, je te renvoie, c'est bon. Et en fait, j'essaye de quand même, de globalement me mettre dans le moule du combat. Ça, c'est les heures avant. Ouais, les heures avant. Et quand il y a des demandes comme ça, mais bien sûr, qui sont pas importantes, je les traite pas. Et là, c'est pas que la tienne est importante, mais en tout cas, quand c'est des gens avec qui j'ai plus d'une affinité, j'essaie de la traiter et sans que ça forcément ça me fasse sortir du match, quoi. On l'a vu au fil des années, t'as du mal à dire non. Et voilà, et aussi c'est ma personnalité. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que tu me parles de ça, mais j'ai ma tante qui m'a envoyé hier, elle m'a demandé ma date de naissance, etc. et l'heure pour. Je sais pas, c'était le thème astral, je sais pas comment on appelle ça, et c'est vrai qu'ils te disent, enfin en tout cas dans mes thèmes astro, quoi. Toi, c'est quel jour t'es né? Moi, je suis Balance, ascendant Balance. De quelle date? De 89. 89, mais là, le jour de ton anniversaire. 2 octobre. 2 octobre 89, ok. Et en fait, ils te disent que je suis quelqu'un qui a tendance à s'oublier parce qu'il veut tout le temps satisfaire les autres. Donc l'horoscope ne ment pas forcément, ta tante a raison. Ben non, complètement, ouais. Et donc c'est très drôle. Ta tante, c'est elle qui te l'a pris, tu le savais ou tu savais pas du tout? Non, je le savais, j'avais. Tu savais. Ouais. Et puis tu connais ta nature humaine aussi. Bien sûr. Tu parles des astres, etc. Il y avait une interview de Tapi qui parlait, qui avait été interviewé, ils ont sorti cette archive, où il disait qu'il avait offert des filles à tous ses joueurs la veille de... Quand Marseille est devenu champion, je crois, c'était l'équivalent, la championne, je sais plus, le champion d'Europe. En 93, ouais, quand ils ont gagné la Champions League. Ouais. Et Bernard Tapie racontait que comme il voulait pas que tous les joueurs aillent en sortie se détendre, il avait commandé des filles pour que toute l'équipe reste. Toi, la veille d'un match, t'as besoin de sortir, t'as besoin de t'isoler, t'as besoin d'aller faire la fête, t'as besoin de décompresser. J'ai jamais commandé de filles. Oui, voilà. Déjà. On précise quand même. Mais comment, comment on vit une veille de match? Ouais, alors une veille de match, personnellement, moi je la vis très concentrée. J'ai besoin d'être un peu seul. Je suis pas du tout, j'ai pas besoin de ce genre de prestations. On précise quand même. C'était Tapi, hein. Non, mais je peux comprendre. En fait, et justement d'ailleurs, avant un match de boxe, c'est d'ailleurs un peu connu. Certains pensent que c'est un peu une fable ou que c'est un mythe, mais c'est vrai qu'il y a aussi beaucoup de sportifs, de sports de combat qui s'abstiennent en fait. Oui, il y a la libido, il faut. Donc on n'a pas envie d'avoir de rapport sexuel. Oui, il y en a qui on n'a pas de problème. Voilà. Et en fait, et c'est vrai que il faut garder cette testostérone pour garder un peu d'influx et après tout est relatif. Il y en a qui vont dire il faut se retenir un mois, qui va dire il faut se retenir 48 heures. Ah ouais. Voilà, ils veulent le côté animal dans le combat. Mais par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que quand tu es focus sur quelque chose, tu vois, quand tu es concentré à fond sur le combat, t'as moins de place sur du désir ou de la libido parce que ton esprit est tellement occupé. Même si on est des hommes et qu'on va dire que les hommes sont plus mécaniques que les femmes, en tout cas, moi je fonctionne avec ma tête aussi. Oui, c'est sûr. Comment tu vois l'arrivée? Parce qu'il y a de plus en plus de sports féminins, notamment le MMA ou des sports hyper violents, où d'ailleurs même t'as laissé la place. Bien sûr, il y avait Cirque Phoenix, je me rappelle. Oui, il y avait une boxeuse israélienne qui avait combattu, ouais. Voilà. Ou c'est même des guerrières. Enfin, c'est. Écoute, moi le sport, c'est le sport. Hein. C'est pas, il y a pas de homme ou femme. Mais t'as senti l'évolution quand même au fil des années. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. À l'époque, pour moi, il y avait que le tennis qui était assez fair, tu vois, dans l'équité. Oui, j'ai senti une évolution. Il y a plus en plus de pratiquantes. Et c'est vrai. Après. Moi, je suis pour, tu vois, le sport. Après, moi, personnellement, dans ma sensibilité, c'est sûr que dans mon éducation, où tu vois, j'ai toujours un peu de mal à voir une femme en sang, une femme qui prend des coups, etc. Mais si, en fait, on s'en fout de moi.
elles l'ont choisi, elles sont ok avec ça et elles ont pas de problème. Donc ça les rend heureuses. Et c'est entre femmes, c'est pas un homme, c'est pas un homme qui lève une femme. C'est leur passion. Allez-y, mesdames. Mais tu vois, après moi, c'est sûr que moi, ça me fait mal de voir des meufs se taper dessus, quoi. Moi, je sais quand je te vois, parce que là, on a mis dans la vie, etc. Moi, ça me fait mal de devoir boxer, devoir prendre des coups. Est-ce que toi, dans ton parcours, parce que sûrement tu as suivi aussi des champions, parce que tu t'entraînes tous les jours avec des champions, ou des futurs champions, ou des challengers, est-ce que toi, comment tu vois le sport de combat quand c'est pas toi qui le pratique? C'est terrible, exactement. Voilà. Tu dis, quand c'est toi, tu te rends pas compte des risques, tu tapes, tu vois rien. Mais quand c'est un copain, pas un autre, quand c'est quelqu'un que tu connais pas, bon, un petit peu peut-être, mais que je connais quand même le sport, donc ça va. Mais quand c'est un ami qui a une touche affective, c'est très dur. Tu as peur pour lui, t'as mal pour lui, t'es beaucoup plus anxieux. Moi, je supporte pas regarder des combats. Tout le monde qui est sur truc, moi, je viens. On est là pour émissaire, mais je supporte pas de regarder prendre des coups. Bien sûr. Est-ce que tu vois, est-ce que tu as déjà des neveux, des nièces, ou est-ce que tu as déjà des membres de ta famille? Très jeune, non, pas encore. Pas encore. J'en ai un petit, mais il est trop petit pour. Est-ce que tu t'accepterais s'ils veulent faire du sport de haut combat? Est-ce que c'est quelque chose que tu pourrais Bah oui. Non, moi de toute façon, je suis quelqu'un qui est vraiment et pour qu'on laisse les enfants faire ce qu'ils ont envie de faire. Enfin, dans la mesure, dans les limites du raisonnable. Mais je veux dire, si quelqu'un a envie de faire de la boxe dans mon entourage, je l'encouragerai. Je lui dirai aussi la vérité de ce que j'ai connu, tu vois. Mais en tout cas, je découragerai jamais un enfant d'aller au bout de son rêve, quoi. Même si c'est un peu dangereux. Bien sûr. Donc, t'as autoproduit tes combats. C'est quelque chose que t'as monté des championnats du monde. Où tu as aussi été quelque part acteur, champion de tes combats. Est-ce que tu sens une évolution dans ce sport? Est-ce que tu as l'impression que tu as impacté et que tu as eu ta pierre à l'édifice pour ces championnats et la structuration de ce championnat? Alors, ou de ce sport, ou même du sport même du kickboxing? Je sens que oui, j'ai pu impacter dans la mesure où j'ai pu démocratiser quelque part un peu le kickboxing. Après, je me rends pas compte encore, on verra après dans quelques années. Je pense qu'il faut un peu de temps pour voir si j'ai laissé un héritage là-dessus. Mais en tout cas, j'ai toujours envie de faire ça. Ça fait partie de mes leitmotivs de produire des shows, des événements, de faire combattre d'autres athlètes français ou franciliens dans des belles réunions et de leur faire partager le plaisir que c'est de boxer devant 3-4 000 personnes et dans un lieu exceptionnel. C'est quoi les prochains projets ou les rêves que t'as pas encore Alors les prochains projets, ça va être l'ouverture de la première salle de boxe que je vais monter, qui devrait être la première d'une grande lignée, je l'espère. Et donc ça, c'est pour bientôt. Il y a un projet cinéma pour la fin d'année qui, j'espère, aussi verra le jour. Et des prochains combats à venir que j'annoncerai prochainement. Énorme. Si tu devais parler un petit peu au Cyril Benzaken qui voit des médecins, qui perd du poids, qui est un peu en train de construire sa vie d'adolescent, tu lui dirais quoi aujourd'hui si tu avais l'opportunité de lui parler? Je lui dirais justement le non, on l'a déjà, le oui, on va le chercher. Parce qu'en fait, c'est vrai que quand t'as pas confiance en toi quand t'es petit, en fait, tu vois des noms partout et tu penses qu'on te dira non quoi qu'il arrive. Et donc, que ce soit la petite nana que tu kiffes mais que t'es un peu gros, tu te dis je vais pas aller la voir parce que je vais me manger un râteau ou parce que t'as peur de tout faire un truc, t'as toujours peur de l'échec, tu fais rien en fait. Et je lui dirais mais vas-y, casse-toi la gueule, tu vas voir, tu vas te rebondir, regarde ce que tu vas faire dans 10 ans. Tombe mon pote. Je lui dirais ça, voilà. N'aie pas peur d'aller quelque part, de sauter, de te prendre un vent, de faire tout ce que t'as envie de faire, fais-le. Énorme. Merci Cyril. Pour ce conseil que tu as laissé à ton toit, mais quelque part un peu aux éditeurs. Merci de nous avoir un peu permis de découvrir d'où tu viens, de revenir un peu dans le passé, de nous avoir ouvert un peu son intimité, parce que c'est vrai que tu le fais pas tout le temps, tu es quelqu'un de pudique, tu es quelqu'un qui s'ouvre pas forcément facilement, mais c'est ton éducation. Tu transpires un peu ça, cette pudeur. Et puis on laissera les auditeurs un peu découvrir, et on espère que ce projet de salle, dont tu me parles en plus depuis quelques années déjà, verra le jour, et puis on te soutiendra, on partagera sur nos réseaux sociaux. Merci Mickaël, merci à toi pour l'invitation, et maintenant que c'est bientôt fini, j'espère que tu vas pouvoir te découvrir un peu toi aussi. Le col roulé. J'ai un peu chaud et toi t'es en t-shirt en plus, donc il y a ce contraste. Merci beaucoup Cyril. Top, merci. Merci d'avoir suivi cet épisode de Col roulé avec Cyril Benzaken, 7 fois champion du monde de kickboxing et entrepreneur. Vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, X, Instagram, YouTube, Spotify également. Et à très bientôt sur Col roulé.